Je vous remercie pour votre présence à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis intervenant à l'Institut Repère depuis une dizaine d'années et j'anime des formations sur l'intelligence collective et le leadership. Et je vais avoir le plaisir de partager ma passion avec vous parce que par ailleurs, je suis aussi consultant et j'accompagne des organisations en intelligence collective et donc j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais faire aussi, comment dire, le pari de pouvoir animer avec vous à la fois cette conférence, mais aussi essayer de répondre à vos questions. Donc, j'espère que j'arriverai à être le plus interactif avec vous durant cette session. Le, le résumé, j'ai fait un résumé sur un schéma heuristique ou un mind map que je mettrai à disposition aussi des personnes qui ont participé après cette réunion-là, après ce webinaire. Donc vous aurez l'occasion, pour ceux qui comment dire, voudraient le revoir, de consulter le site et vous serez informé des modalités pour revoir le webinaire, si ça vous intéresse, en espérant que ça vous intéresse. Donc voilà, donc je vais donc interagir avec vous et parfois je regarderai à droite pour lire ce que vous écrivez. Désolé pour ceux qui ont des problèmes de son, je ne sais pas à quoi c'est dû. Notre première édition de jeudi passé a bien fonctionné, donc voilà, si vous voulez augmenter votre son ou comment dire, trouver une manière de vous reconnecter au son, sinon sortir et re-rentrer, parfois ça peut fonctionner. Voilà, désolé pour les soucis techniques. Mon ambition avec ce webinaire n'est sans doute pas de répondre à toutes les questions que vous posez, parce qu'il y en a de nombreuses, j'en suis certain. Mais plutôt que vous repartiez avec plus de questions, mais peut-être des questions qui vous aideront dans votre métier de tous les jours. Pour ceux qui me voient en tout petit, vous pouvez en haut à droite cliquer sur affichage intervenant. Et dans ce cas-là, vous allez me voir en grand. Voilà. Donc mon exposé va travailler sur 3 parties, puisque le titre c'est «Accompagner les organisations dans la sortie du confinement avec l'intelligence collective» et j'ai envie de voir avec vous, mais finalement, c'est quoi la situation des personnes dans le confinement? À quoi les dirigeants, les responsables, les RH vont faire face, vont devoir faire face dans cette reprise qui est annoncée pour le 11 mai, donc très, très prochainement, dans une semaine. Et avant ça, afin de commencer de manière un peu interactive, je voudrais voir avec vous avec quelle casquette, quel est votre rôle dans ce webinaire. Donc, je vais vous lancer un sondage et je vous demande de cocher et puis je vous montrerai les résultats à tous. Voilà, je lance le sondage. Donc, on va regarder combien de personnes votent. Voilà, vous êtes très rapides et très nombreux à voter. Ça va très très vite. Plus de la moitié a déjà voté. Voilà, merveilleux. Et ça me permettra, moi, de moduler mes exemples en fonction de ce que je lis. Voilà, vous êtes quasi tous à avoir voté, 84%. J'attends encore quelques secondes. Voilà, ça stabilise. Je vais m'arrêter ici pour ne pas faire attendre tout le monde. Désolé pour ceux qui n'ont pas su voter. On va dire que c'est représentatif des personnes présentes. Je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats, comme ça c'est transparent. Voilà, nous avons une grande majorité aujourd'hui, ce soir, nous avons une grande majorité d'indépendants, je suppose, de consultants et de coachs. Et ça tombe bien, on est collègues et on ne sera pas trop pour travailler ensemble pour que ça se passe bien pour les organisations.
J'espère que vous avez pu voir euh, comment dire, les résultats. Sinon, je trouverai un moyen de les publier. Alors, donc à quoi devra-t-on faire face? Eh bien, en fait, il y a trois volets dans cette première partie qui est à quoi les managers vont devoir, à quoi vont-ils être confrontés. Le premier volet, c'est finalement, ben, c'est le marché, c'est les clients. Évidemment, pas sûr que les clients vont avoir le même besoin, les mêmes manières de dépenser ou d'acheter les produits et les services. Et donc, on risque d'être enfin, c'est ce qu'annoncent les économistes, dans une certaine forme de récession ou en tout cas de crise, ce qu'on appelle une crise économique. Et j'aime bien, en tout cas dans cet exposé, lorsque je vais présenter un petit peu les risques, j'ai envie de vous présenter aussi ben, les opportunités. Parce que quelque part, on est aujourd'hui placé dans une situation qui est une forme de décroissance forcée. Hein, on parle souvent de croissance ou de décroissance. Je ne vais pas rentrer dans des modèles économiques complexes que je ne maîtrise pas moi-même, mais en gros, dans une croissance, on essaie de développer pas mal comment dire, de valeur ajoutée dans les entreprises. Quand on parle de décroissance, ça veut dire qu'on produit moins, on dépense moins d'énergie, etc. Et certains modèles écologiques parlent de décroissance. Alors moi, je n'ai pas d'avis sur la question, mais il se fait qu'en ce moment, les personnes se déplacent moins, les personnes peut-être dépensent moins et certainement dépensent moins parce qu'il y a des magasins fermés, parce qu'il y a des entreprises qui ont dû fermer, parce que voilà, il y a peut-être d'autres choses à régler pour le moment, certainement. Et donc, on se retrouve dans une situation qui est une décroissance forcée. Et donc, quand on va redémarrer, ben, quelque part, il y a un certain questionnement qui est de faire qu'est-ce que je vais faire avec mon entreprise, avec mon organisation, avec ma mission d'entreprise, avec les produits et les services que je vais faire. Et donc, c'est l'occasion, quelque part, de créer de la proximité avec le client en disant, mais finalement, vous vivez quoi maintenant et qu'est-ce que je peux faire pour vous avec mes services et mes produits. Et donc, l'approche que nous allons avoir par rapport à eux, il va être très intéressant de se poser ce genre de questions, de savoir finalement, est-ce qu'on ne peut pas les aider à se repositionner par rapport au marché, à trouver de nouvelles manières de se mettre face au marché. Ça, c'est le premier volet de à quoi les dirigeants vont devoir faire face, c'est-à-dire les clients et le marché. Le deuxième volet, ce sont l'accès aux ressources. En effet, si on est dans une phase en tout cas de redémarrage, ben, toutes les entreprises ne redémarrent pas à la même vitesse. Tout n'est pas accessible pour tout le monde. Et de plus, avec les règles, les transports entre les pays et peut-être un certain soit embargo, soit une fermeture de frontières, il est possible que certains produits ne soient pas accessibles pour les entreprises. Et donc, on peut se retrouver, et ça a été le cas pour des produits très demandés, on peut se retrouver face à un problème de matières premières, un problème d'approvisionnement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va, sans doute, en tout cas pour les personnes qui produisent réellement des choses physiques, ça peut être un problème que les personnes rencontrent. Euh, Et donc, ça, c'est une menace quelque part. Quelle est l'opportunité? Mais quelque part, l'opportunité, c'est peut-être de créer de nouveaux partenariats avec du local, en diminuant le transport, en inventant de nouvelles manières de produire. Je pense à ce qu'on appelle en anglais from cradle to cradle, c'est-à-dire une manière de concevoir le produit de telle manière à ce qu'on puisse le recycler complètement. Bon, je sais bien que ça ne se fait pas en 5 minutes, et certainement pas pendant le démarrage et pendant le déconfinement. Néanmoins, c'est une réflexion qu'on peut commencer à générer en disant, ben, si j'ai des problèmes de ressources, où est-ce que je peux trouver de nouvelles ressources, où est-ce qu'on peut arriver à relocaliser et relancer une certaine forme
de production locale, qui est une des réflexions que j'ai entendues parmi mes clients en disant, à la place d'aller chercher en Chine un certain nombre de produits, ben, est-ce qu'on ne peut pas finalement développer un peu plus, redévelopper un petit peu nos industries locales. Donc ça, c'est une réflexion intéressante et qu'on peut accompagner. Le troisième volet, évidemment, c'est les personnes. Des personnes qui vivent peut-être des réalités extrêmement différentes. Donc on invite au déconfinement partiel avec des distances sociales assez importantes, avec peut-être des personnes en télétravail, d'autres qui vont travailler, et puis on inverse de semaine en semaine, avec une organisation qui ne doit pas être évidente du tout pour les dirigeants, les RH et les chefs d'équipe. Donc le, le collectif va être formé de personnes qui ont vécu différentes actualités. Des personnes qui ont vécu ça très bien parce qu'ils étaient en famille, qu'ils ont pu réduire leur niveau de, comment dire, leur niveau de stress. Ils vont se sentir à l'aise parce que voilà, ils ont vécu autre chose avec un autre niveau, moins de déplacements, moins de tension, des réunions plus cadrées parce qu'à distance, etc., etc. D'autres, par contre, ont continué à travailler très dur et sont toujours là. Après, il y a aussi ceux, et ce sont des cas réels que j'ai rencontrés dans mes discussions avec des clients, il y a il y a parfois des choses injustes qui se passent dans les organisations, avec des personnes qui peuvent continuer à travailler, d'autres qui sont mises au chômage temporaire, mais ils font les mêmes choses. Alors pourquoi lui est en chômage temporaire et pas moi, etc. Ou au contraire, pourquoi lui peut travailler et moi pas? Moi j'ai aussi un loyer à payer, etc., etc. Donc il peut y avoir des frustrations, des tensions envers le management, envers des collègues. Tout ça, ça peut exister. Ne parlons pas de ceux qui ont perdu un proche. C'est quand même une grande, grande cause de stress et c'est quelque chose qui touche au plus profond. Et les personnes qui reviennent dans les organisations, ben, elles vont peut-être revenir avec ça aussi. Et donc, les situations sont très, très compliquées. Je ne parle pas non plus des personnes qui ont dû travailler à la maison, les deux, dans deux entreprises différentes, avec des réunions à gérer en ligne et les enfants qui courent dans les pattes. Enfin, j'exagère, je grossis un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, on est face à un dirigeant. Ouais. Et merci pour, comment dire, pour votre message, en effet. Il y a aussi ceux qui ont peur. Il y a ceux qui ont peur de revenir et d'être contaminés par leurs collègues ou par le fait de prendre les transports en commun. Euh, et donc, le, le, le retour va être peut-être compliqué pour certaines personnes qui préféraient, elles, rester en confinement ou en tout cas rester jusqu'au moment où on est sûr que la maladie est soit éradiquée pardon, soit on est immunisé. Euh, de devoir retourner au travail, parfois pour certains, ça peut être aussi une difficulté et les patrons peuvent pourraient faire face aussi à une forme d'absentéisme plus prégnant par rapport à ces choses-là, où quelqu'un qui éternue, il se dit oh j'ai un rhume, je vais rester à la maison. Euh, voilà, donc je, je donc en effet, comme le dit Léa, le retour au local n'est peut-être pas possible à grande échelle, mais on a peut-être un modèle de société à réinventer et il est possible de faire un certain nombre de choses en local. Mais non, voilà, je ne suis pas, enfin, je ne suis pas utopiste. J'ouvre simplement des portes et des possibilités pour se dire, ben, si j'ai un manque de ressources, comment est-ce que je peux faire pour en trouver? Et donc, il y a peut-être des solutions du partenariat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'essaie de lire en même temps. Donc, en effet, comme le dit un d'entre vous, des personnes qui se posent des questions existentielles parce que comme elles ont été confrontées au vide, hein, comme disait un humoriste, il y a le Covid et puis il y a le gros vide, qui est un autre virus. Et donc il y a une grande forme de... il y a des gens qui se posent des questions si c'est vraiment ça qu'ils veulent et ils en ont profité pour avancer
réflexion propre, personnelle, spirituelle, quoi que ce soit. Et donc, ils vont aussi se dire, est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de travailler? Euh, voilà, donc tout ça, ça va faire un collectif qui va venir à géométrie variable en lien avec la mission du travail. Ça va donner un grand, si vous me permettez l'expression, un grand bordel. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça? Alors, ce que j'ai envie d'amener également, c'est que toutes ces situations de tension par rapport au milieu du travail, il y a quelque chose de commun, c'est ce qu'on appelle le stress. Alors le stress, on peut en parler pendant des heures, mais ce que j'ai voulu amener ici ce soir, c'est la notion de neuroception. C'est une théorie qui s'appelle la théorie polyvagale comment dire, euh, une nouvelle théorie que je vous mettrai en copie, c'est Stephen Porges, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. En gros, les neuroscientifiques ont pu identifier un certain nombre de mécanismes de survie qu'on connaît déjà. Hein. Vous connaissez tous les stratégies de survie animale qui sont la paralysie, la fuite, comment dire, et l'attaque, qui sont des situations que notre corps met en branle par rapport à des stimuli externes qui sont préconscients, voire inconscients. Donc, c'est ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'environnement qui est intégrée à des niveaux inconscients par notre neurologie et qui met en place des mécanismes de réaction euh, qui, sont, qui sont donc préconscients ou inconscients, c'est qu'on ça ne passe même pas par le niveau de la conscience. On réagit, on met en place des mécanismes sans s'en rendre compte. Et en fait, ils ont montré que il y avait une hiérarchie dans ces réponses et que la hiérarchie la plus basse est celle du niveau reptilien, c'est ce qu'on appelle le nerf vague, c'est quand les personnes se pâment ou tombent dans les pommes parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la situation. Alors, je ne parle pas que de ce qui va se passer ici, mais il y a une stratégie, la stratégie de la paralysie utilise les mêmes canaux. Et donc, il peut y avoir des gens qui se sentent complètement confus, qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne savent pas décider, qui se sentent qui se sentent fragilisés psychologiquement, comme je lis ici. Euh, et donc, cette incapacité à réagir est une des, comment dire, c'est celle qu'utilisent les animaux, certains mammifères. Bien sûr, c'est ce qu'utilisent les reptiles pour rester immobiles pendant des heures, quasi en arrêtant leur battement de cœur, mais ça, c'est pas à notre portée. Mais par contre, pour les mammifériens, vous avez peut-être tous vu dans les documentaires un animal qui fait le mort pour que le prédateur le laisse tranquille, puis qui se relève et qui s'enfuit. Eh bien, c'est ce fonctionnement-là qui peut exister. Le deuxième fonctionnement, c'est l'activation du système nerveux orthosympathique par l'attaque et la fuite, c'est-à-dire on active notre neurologie pour battre, pour combattre, etc. Donc, on a eu, quand j'ai regardé un petit peu l'intelligence collective des pays autour de moi, enfin du pays à travers les témoignages autour de moi, j'ai vu à un moment donné qu'il y avait une sorte de grand vide, avec un vide d'énergie. Et puis après, maintenant, aujourd'hui, on remarque que les citoyens ont tendance à commencer à être en colère, à être plus actifs, plus réactifs. Et donc, on voit bien que ce système on passe à l'action et ça va peut-être être utile d'une certaine manière pour mettre les gens de nouveau en action et en même temps, ça va faire peut-être que les gens sont plus réactifs à certaines choses, plus sensibles, plus nerveux, etc. etc. Et puis, avec ce même nerf vague, il y a une nouvelle couche neuronale beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus intelligente, qui s'est mise en place dans l'histoire de l'humanité et des mammifères. Et donc, cette neurologie, c'est celle de la connexion. Et en fait, la connexion, nous sommes des animaux grégaires, donc ce sont des animaux qui vivent en groupe. Et j'introduis ça évidemment en lien avec le deuxième volet de ma présentation, qui est l'intelligence collective, c'est ce que c'est, et pourquoi je propose de travailler en intelligence collective. Nous sommes des animaux grégaires, nous sommes en contact les uns les autres. J'en marquais
euh, Véronique qui disait en même temps, d'autres vont retrouver le sens de leur travail, le sens d'être ensemble, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait partie des choses positives, en fait, hein. Il n'y a pas que du négatif dans le fait de retourner travailler. Je fais juste le bilan de qu'est-ce qui peut arriver à un dirigeant ou à un client, si vous êtes consultant, à un client que vous avez et qui se retrouve face à une multitude de réactions différentes. Euh, donc, j'en reviens à donc ces animaux grégaires qui ont besoin de liens sociaux. Mais ce qui se passe, c'est que ces liens sociaux ne sont possibles qu'à partir du moment où les autres stimuli nerveux ne sont pas activés. Donc, si vous êtes dans l'immobilisation, vous allez avoir très, très, très dur à vous connecter aux autres. Si vous êtes dans la survie de type attaque et fuite, vous n'êtes pas dans la compréhension. Ce qui se passe, c'est que le stress ou la tension psychologique que vivent les gens est un frein à l'intelligence collective parce qu'elle empêche neurologiquement, elle diminue la capacité à se relier aux autres. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, en résumé, aujourd'hui, dans le volet 1 de mon exposé, en résumé, les entreprises vont se retrouver avec un collectif humain qui peut avoir complètement changé d'un point de vue relationnel par rapport à ce qui existait avant. Et en plus de ça, dans des circonstances de travail qui vont être compliquées de par le fait qu'on doit rester à une certaine distance, le fait qu'on doit porter des masques, le fait qu'on ne peut pas travailler en même temps parce qu'on est trop peu dans le bureau, trop nombreux dans le bureau, il y en a certains qui doivent rester à la maison et d'autres pas, etc. etc. Donc l'idée de ça, ça crée donc un collectif qui va avoir différentes réactions collectives. Et c'est ça que moi j'étudie depuis des années et qui me passionne. Et donc, on va parler maintenant d'intelligence collective dans le volet 2. Ben, pourquoi est-ce que j'ai proposé cette solution? D'abord, je voulais faire en lien, et je fais un lien avec la conférence de Olivier et Claude, qui était assez exceptionnelle sur quelque part une lecture systémique de notre société aujourd'hui en lien avec comment dire, avec le confinement et en lien avec le déconfinement. Eux ont une approche vraiment très, très large et très, très intéressante. Et après, mes collègues qui vont suivre vont travailler sur la résilience. Et la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à revenir à un état de connexion, c'est-à-dire à sortir de ces réactions archaïques, si je peux me permettre, hein, juste les réactions, hein, je ne parle pas des personnes. Euh, et, donc, euh, et donc, comment est-ce qu'on peut retrouver de la résilience? Et vous allez voir différents intervenants de l'Institut Repère qui vont proposer des outils et des lectures par rapport à au grand modèle. Donc, ça va être ceux que ça intéresse, ben, vous allez avoir d'autres clés par la suite. Donc, moi, je reviens à l'accompagnement du collectif, entreprise ou organisation. Ça ne doit pas être seulement des entreprises, ça peut être des hôpitaux, enfin, qui est une forme d'entreprise mais spécifique. Ça peut être des associations caritatives, etc. etc. Euh, on peut en parler de co-intelligence collective. Oui, tout à fait, on peut parler de ça. Merci à Adèle. Euh, le, comment dire? Donc, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est assez simple à définir, c'est l'intelligence du collectif. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas l'intelligence des individus, on regarde ce que les individus produisent ensemble comme intelligence. Donc, on peut avoir les gens les plus intelligents autour de la table dans une réunion et sortir avec un résultat qui ne satisfait personne. Je ne parle pas de vous, bien sûr, je parle d'autres personnes, mais l'idée, c'est que quand je travaille avec une équipe, avec une équipe de projet, avec une organisation, à la limite, je ne regarde pas ce que les individus font, je regarde la résultante de tout ce qu'ils font ensemble. Donc, l'intelligence collective, c'est la capacité d'être humain de co-créer les choses. Et il y a 3 niveaux d'intelligence collective. En tout cas, c'est ce que j'ai modélisé. Donc, j'ai écrit un livre sur le sujet. Pour ceux que ça intéresse, je ne suis pas là pour placer mes produits, mais voilà, on m'a dit que je devais le rappeler. Donc, voilà, je le rappelle. Donc, il y a 3 niveaux d'intelligence collective. Il y a l'intelligence collective de survie, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que c'est la résultante de toutes les…
parce que ça reste de l'intelligence, hein, nous sommes des êtres intelligents. Donc, quand on met nos stratégies de survie tous ensemble, ben, ça donne un peu le brouhaha que vous voyez aujourd'hui, avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour et contre, et des gens qui, bien au contraire, sont pour ou contre, pour faire un petit clin d'œil à Coluche. Et donc, on a un joyeux collectif. Après, on a un autre niveau d'intelligence collective qui est l'intelligence connectée ou l'intelligence pyramidale ou l'intelligence pilotée, qui est ce qu'on faisait dans les organisations quand on décide qu'il y a un boss, qu'il y a une ligne hiérarchique et, voilà, et on aligne tout le monde sur la stratégie, on fait en sorte que tout le monde fasse ce qu'il a à faire en étant piloté. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de faire ce que vous voulez, toujours en tout cas. Vous devez rester dans votre rôle et dans vos, dans vos rôles et dans vos processus ou dans vos règles de profession. Après, il y a un troisième niveau d'intelligence collective et c'est l'opportunité peut-être dans certaines entreprises de réfléchir à cela. Et on en parle aussi via d'autres biais, c'est l'intelligence collective générative, c'est-à-dire celle qui s'autocrée. C'est-à-dire qu'au lieu de définir des règles de haut en bas, on va commencer à aider les équipes à s'autodéfinir, à s'autodécider, à développer des choses par elles-mêmes. Et donc, on va donner beaucoup plus de mandats. C'est l'idée de, comment dire, c'est l'idée de l'entreprise libérée, de la sociocratie, etc., etc. Et donc, voilà, encore une fois, on a un danger qui est un grand chaos, des difficultés. Et en effet, Patrick dit 20% de chômeurs, c'est en effet quelque chose qu'il faudra regarder en intelligence collective, en effet. Euh, L'idée, c'est d'amener tout le monde à se co-créer. Si on est, si on est au chômage suite à cette situation-là, eh bien, j'ose espérer qu'il y aura des organismes et ça existe, hein, des personnes qui vont aider des chômeurs à se remettre au travail en créant leur propre entreprise, en étant auto-entrepreneur et en développant des choses qui sont nécessaires aujourd'hui. Mais revenons à l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collective, générative, c'est la capacité de s'auto-créer, de développer de nouvelles manières de travailler ensemble, de développer de nouvelles choses ensemble, d'autres manières de faire les choses. Et de créer, c'est aussi la notion d'innovation collective ou de création collective. En effet, on peut changer de paradigme. On en avait discuté durant la conférence d'Olivier et Claude. Changer de paradigme, ça veut dire changer d'état d'esprit, se dire aujourd'hui, puisqu'on doit redémarrer quelque chose qui n'est plus du tout le même ou qui n'est pas le même qu'avant, est-ce qu'on n'a pas l'opportunité de travailler ça? Et de travailler ça ensemble en créant du lien. Et c'est là que ça va être important, c'est que si vous mettez des gens super intelligents ensemble, vous n'obtenez pas spécialement un haut niveau d'intelligence collective. Par contre, si vous mettez des gens qui sont émotionnellement intelligents ensemble, même si leur QI n'est pas très élevé, ils vont arriver à des solutions extrêmement intéressantes. Ceux qui aiment ce sujet peuvent lire le livre de Surievski qui est La sagesse des foules. C'est un exemple qui montre que des gens qui n'ont aucune éducation, aucune connaissance dans un domaine, quand ils sont en grand nombre, arrivent à des solutions extrêmement fines, plus proches parfois que des experts. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que je veux pouvoir que vous puissiez profiter de toute la conférence et pas que je dois m'arrêter à un moment donné. Donc, je lis en même temps ce que vous écrivez. Voilà, il y a d'autres propositions qui sont mises en place dans le chat collectif. La sagesse des foules, donc c'est de Surievski. Je mettrai dans mon résumé, je mettrai les références que j'ai mises. Donc voilà, ça c'est pour l'intelligence collective. Donc pour moi, ceux qui ont fait de l'approche Palo Alto ont déjà cet esprit-là. Et on peut rajouter en plus maintenant l'approche de qu'est-ce qu'on va faire avec tout le collectif, pas seulement travailler sur les interactions et les boucles interactionnelles, mais également essayer de faire prendre quelque chose qui n'est pas au niveau de l'intelligence mentale, mais qui est au niveau de l'intelligence relationnelle. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est que la plus grande intelligence collective ou le plus grand potentiel d'intelligence collective vient des relations humaines. Or, je vous ai dit par rapport au stress, si vous vous souvenez bien, que si vous êtes stressé, que vous êtes même de manière inconsciente, c'est-à-dire si
votre corps perçoit l'environnement aujourd'hui comme une menace et il est évident que ça doit vous travailler, comme ça nous travaille tous, de vivre une maladie qui a des conséquences extrêmement fortes sur la respiration, qui est quand même liée à la vie, on parle du souffle de vie. Euh, donc, je veux dire que même si vous êtes mentalement extrêmement blindé, il est possible que votre neurologie, elle, perçoive quand même le danger et vous mette dans des états inconscients de stress. Et donc, ce stress-là va vous rendre moins propice à développer de l'intelligence collective. Donc, c'est pour ça qu'à l'Institut Repère, on a proposé différents outils de résilience, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment aider les personnes à changer de paradigme et à revenir dans des états de résilience élevés, de positivité élevée, afin de co-créer quelque chose. Euh, et donc j'aime bien la réflexion, les citoyens qui rentrent dans des comment dire, dans de la dépendance par rapport à l'État et qui se sentent infantilisés ou qui rentrent dans des triangles dramatiques. En effet, ce sont des effets, bon là on parle de l'AT avec le triangle dramatique, le triangle de Karpman, mais ce sont en effet des réactions qui proviennent d'une surcharge de notre partie de survie. Et donc c'est important, comme je vous le dis, dans nos actions, d'essayer de ramener les gens dans une certaine forme de résilience et de positivité, de manière à pouvoir ensuite recréer du lien et enfin développer ce lien de telle manière à ce que ça permette aux personnes euh, d'être beaucoup plus intelligents collectivement qu'aujourd'hui. Et là, je me permets de le dire franchement, aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dans de l'intelligence pilotée, ce qui veut dire qu'un un ensemble faible, un nombre faible de personnes commande un grand nombre de personnes et pilote et empêche vraiment des gens intelligents, je veux dire, des gens très intelligents qui ont fait des études, qui se retrouvent pilotés par des gens au-dessus d'eux. Et voilà, j'ai rien contre le fait de piloter. On peut piloter un certain nombre de choses top-down. J'ai aucun souci avec ça. Quand on parle de chiffres, quand on parle d'alignement financier, etc., c'est clair qu'il faut avoir une centralisation. Mais quand on parle de métier, quand on parle de créer de la valeur pour le client, j'ai un peu plus aujourd'hui, moi j'ai un peu plus dur avec le fait de encore tout maîtriser par un happy few. Euh, et donc, en effet, je vois ici les personnes comment dire, ne veulent pas s'autopiloter parce qu'elles ont appris justement à être dépendantes de la hiérarchie. Et la hiérarchie a bien fait en sorte qu'ils soient dépendants d'eux. Hein, donc, on a créé ce système de dépendance. On continue à le créer. Hein, donc, ce n'est pas un souci. C'est une bonne manière de fonctionner. Ça a fonctionné pendant très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement VUCA, que ceux qui connaissent, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, on est dans ce monde-là et on vient encore d'augmenter un niveau de complexité et de volatilité parce que, ben, si je prends mon exemple, j'avais une vue à 6 mois de mes projets. Aujourd'hui, j'ai une vue à la semaine de ce que je vais faire. Donc, et je suis pas, je suis pas démuni. J'ai encore des contacts avec mes clients, etc., etc. Certains m'ont déjà dit, bah, cette année, je ne commanderai plus rien, je n'aurai pas de budget pour ça. Donc voilà, on sait, on peut gérer. Mais donc comment dire, on est dans un monde qui a encore augmenté son niveau de complexité et d'incertitude. Et donc, c'est normal que l'on ait besoin de toute l'intelligence qui est à bord et pas attendre qu'un manager, je pense une entreprise de 500 personnes, qu'un manager ou une dizaine de managers décide pour 500 personnes ce qui est le mieux. Alors moi, je dis ça, après c'est facile, hein, je veux dire, je suis consultant, je peux confronter mes clients là-dessus. Ils peuvent ne pas m'écouter d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup des cas. Mais donc, je pense qu'il y a en effet toute une réflexion à avoir par rapport à ça. Donc ça, c'était pour l'intelligence collective. Donc je récapitule. L'intelligence collective vient de notre capacité à nous relier les uns les autres. C'est l'anti-intelligence collective vient du stress. Donc plus les gens sont stressés, moins ils sont intelligents collectivement. Et donc on a intérêt à travailler, à retravailler les relations humaines si on veut développer cette intelligence collective qui, de mon avis, et c'est mon avis, je peux me tromper, hein, je vous apporte une vision des choses. Je n'ai pas l'intention d'avoir raison dans toutes les situations, d'ailleurs ce serait impossible. On peut trouver le contraire de tout ce que je dis, et ce n'est pas un souci, c'est ça qui est intéressant. Comment dire, de mon avis, l'intelligence collective est une réponse positive à ce monde incertain et comment dire, et volatile.
Donc, et comme le dit Sylvie, cette pause nous permet de relativiser, de voir ce dont on a vraiment besoin, et donc de repenser aussi le modèle de société ou d'aider en tout cas des dirigeants, des patrons, ou même des directeurs, ou même des chefs d'équipe, hein, parce qu'on n'est pas obligé de travailler toujours au top, hein. On peut contaminer par le milieu, on peut travailler avec par où les clients sont ouverts. Ça va, donc c'est clair pour tout le monde. J'ai abordé comment dire, à quoi les dirigeants, selon mon expérience et les contacts que j'ai eus avec mes propres clients, ce que je vois, et aussi dans mon réseau, les réactions que je vois. J'ai essayé de synthétiser à quoi les patrons ou les organisations vont être confrontés. Ensuite, j'ai amené l'aspect personnel de, qui est commun à tous, qui, à mon avis, qui est ce phénomène de stress collectif et stress individuel qui est quand même assez prégnant. Et puis, voilà, la clé de l'approche de l'intelligence collective, hein, qui est parent de l'approche systémique, euh, qui est une co-construction avec l'approche systémique, c'est de pouvoir créer des phénomènes de résonance positive, des phénomènes de champ, hein. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez sentir une intelligence collective, vous pouvez la sentir avec vos tripes. Si vous allez dans un concert de musique classique, il y a une certaine atmosphère. Si vous allez dans un stade de foot à la finale, à une finale du pays, vous allez sentir un autre type d'énergie collective. Si vous allez dans une réunion où il y a eu, juste avant, il y a eu une grosse tension, et que la tension est toujours palpable, d'ailleurs on le dit, elle est palpable, vous allez sentir un autre type d'atmosphère, etc., etc. Dans une équipe qui ronronne, qui tourne bien, vous sentez un autre type d'atmosphère. Donc on est baigné dans cette intelligence collective, et elle est là, quoi qu'il se passe. Dès que vous mettez un collectif ensemble, il y a une intelligence collective. Nous formons en ce moment une intelligence collective, même si je parle de trop par rapport à mon goût. Mais voilà, dans un webinaire, on est un petit peu forcé, vu le nombre de personnes, on est un petit peu forcé de le faire dans ce sens-là. Euh, voilà, donc les tripes, en effet, vont nous amener, vont rajouter, alors je ne suis pas pour jeter la tête, hein, mais comment dire, nos tripes vont nous amener là où la tête ne nous amène pas, en tout cas, et c'est-à-dire dans le relationnel humain, qu'on a un petit peu, on a un petit peu oublié, hein, l'humain pour le moment. Dans certaines organisations, je ne veux pas généraliser de nouveau. Donc, ah, ben c'est très intéressant. Florence nous dit, j'ai la sensation que pour gérer l'urgence, l'intelligence collective n'est pas la clé, parce qu'elle demande du temps, une méthode et finalement des process. Alors, c'est vrai, et c'est en même temps une limitation que je ne prends pas. En fait, l'intelligence collective peut démarrer extrêmement rapidement, sans process, sans etc., si on travaille au niveau du relationnel. Et donc, la difficulté, c'est que si on aborde l'intelligence collective par le mental, ça va foirer. Donc, donc l'idée ici, c'est de reconnecter les humains de cœur à cœur, de trip à trip, vous appelez ça comme vous voulez, de relation à relation, et de pouvoir arriver à faire en sorte que chacune des réalités des personnes, et donc là je rentre maintenant dans mon troisième volet de cet exposé, euh, on rentre ici dans le troisième volet, qui est qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, nous. Parce que j'ai vu qu'on était une majorité comment dire, de consultants, d'indépendants, donc je suppose de coachs, etc., de formateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ben, dans un premier temps, ce que j'ai envie de dire, c'est ben, c'est pas évident de rentrer dans les entreprises aujourd'hui. Parce qu'en gros, elles ont d'autres chats à fouetter. Elles ne vont pas spécialement dépenser de l'argent dans des consultants, des coachings, etc., etc. Donc, on va se retrouver face à une difficulté de rentrée, plus grande encore qu'avant. Enfin, je pense, hein, en tout cas, tant mieux si vous avez là un relationnel suffisant pour générer de nouvelles manières de faire. Euh,
moi, je parle bien de travailler en intelligence collective, hein. Je ne parle pas spécialement de donner des formations en ligne et de développer des compétences avec des formations à distance. Ça, bien sûr qu'on peut continuer le travail si c'est critique pour les entreprises et qu'elles ont le budget pour ça. Donc, je ne parlais pas de ça, je parlais vraiment d'intervenir dans les organisations pour les accompagner dans le déconfinement, qui est le sujet que j'ai proposé de mettre, comment dire, de débattre ou plutôt de présenter ici. Euh, et donc, les personnes, si vous accompagnez un client, la première chose, ce sera de rentrer chez le client. Et donc, moi, j'ai deux stratégies que je suis en train de tester pour le moment moi-même. Donc, je vous propose des idées. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se développer dans le chat. Alors, la gratuité, je pense qu'il faut l'éviter. Alors, dans un court terme et pendant le confinement, je crois qu'il y a eu beaucoup de gratuité qui a été offerte. Je pense que ça ne doit pas rentrer comment dire, dans les habitudes parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont avoir dur à vivre. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir valoriser le travail qu'on fait aussi. Et donc, il y a deux méthodes comment dire, que je propose à mes clients. La première, et ça c'est si on a les reins financiers suffisamment solides, c'est de dire, OK, cette année, je sais que vous êtes en difficulté, donc je vous propose de facturer quand vous avez repris du cash flow, et on se définit un budget, je garde ce budget en réserve, donc je vous fais crédit, entre guillemets, et après, vous récupérez l'argent. Ça, c'est pour ceux qui ont des moyens de le faire, et c'est possible, il y a des gens qui ont des réserves. L'autre possibilité, qui est plus compliquée, mais qui est faisable aussi, c'est de valoriser votre intervention. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on ne fait rien, combien d'argent est-ce que vous jetez par la porte? Parce que les gens ne viennent pas travailler, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, parce que j'ai un conflit avec un client où je n'arrive pas à rentrer chez un client, etc. Et j'ai besoin de me réinventer et je n'arrive pas. Et donc, voilà, en gros, si je ne fais rien, je perds de l'argent. Et donc, de pouvoir, dans une discussion, valoriser cela. Eh bien, discutons franco si on a une bonne relation. Discutons franco de l'argent que vous risquez de perdre. Voilà. Et donc, ce qui se passe alors, c'est que vous dites, OK, on va jouer, on va faire quelque chose ensemble, et vous allez voir une différence normalement, vous allez pouvoir avoir un résultat, et nous, on prend une partie de ce résultat-là. Vous êtes payé à la réussite. C'est dangereux, c'est difficile, mais dans des circonstances comme celle-ci, ça peut être intéressant, mais il faut par contre extrêmement bien cadrer et bien connaître où vous allez et comment vous pouvez le faire. Ça, c'est une autre chose. Alors, bien sûr, j'ai aussi d'autres clients qui nous ont dit hors de question qu'un consultant fasse du crédit ou fasse ce genre de choses et fasse des efforts pour nous. On est assez gros. On peut bien sûr rémunérer votre travail. Et donc, voilà, c'est pas tous les clients qui vont vous dire cela, mais si vous avez un panel de clients, donc moi c'est mon cas, j'ai des clients qui continuent à dire ok, on va continuer le travail qu'on fait ensemble, parce que nous, on n'a pas eu de difficultés majeures par rapport à la crise, voilà, etc. Donc ça existe aussi, hein, tant mieux si vous en avez. Mais voilà, donc il faut voir qu'est-ce qui correspondra à quoi, mais il y a et surtout dans les PME qui ne font pas, c'est vrai, je ne fais pas un gros chiffre d'affaires avec elles, dans certaines PME, ben, ça peut aider de dire, écoute, on va décider d'un budget, je travaille pour ce budget-là, et puis on réglera ça plus tard quand vous avez repris du poil de la bête, et ça peut être très intéressant, surtout pour quand vous accompagnez des plus petites organisations. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Alors, Florence demande quels sont les indicateurs de réussite. Mais ça dépend. Si vous, c'est vraiment, ça, c'est vraiment un questionnement pour ceux qui le font. Vous devez un petit peu connaître votre client, savoir comment il gagne son argent, où est-ce qu'il peut perdre, où sont les coûts cachés de ce qui peut, de ce qui peut, voilà, excusez-moi, je reviens, de ce qui peut mal se passer dans son entreprise, hein. Est-ce que c'est lié à des conflits? Est-ce que c'est lié à une baisse de productivité? Est-ce que c'est lié à un problème de vente, etc. Chaque cas va être particulier. Donc, si vous faites ce type d'approche-là, ben, il faut que vous soyez solide au niveau de comprendre les enjeux financiers de votre client. Ce n'est pas possible. Donc, d'accord. Les indicateurs de réussite pour l'intelligence collective. Eh bien, c'est assez simple à mesurer, sauf que ce n'est pas mental, c'est émotionnel. Donc, comment dire,
parce que je lis en même temps, excusez-moi. La mesure de l'intelligence collective, elle se fait au niveau de l'atmosphère qu'il y a dans le collectif. Si vous avez une atmosphère léger, pétillant, positif, vous vous sentez bien, vous sentez de la chaleur, vous avez un indicateur extrêmement élevé. Si vous êtes dans un endroit où vous sentez que c'est assez neutre, moyen, etc., vous le sentez avec votre gut feeling, comme disent les Américains ou les Anglais, hein, c'est le ressenti du ventre, eh bien, vous savez que ben, vous avez quelque chose à travailler. Et puis, vous pouvez tomber dans des froids glaciales où vous vous retrouvez dans une atmosphère tellement lourde que ça vous oppresse. Si vous sentez que vous avez dur à respirer quand vous êtes en contact avec une entreprise, avec tout ce que vous racontent vos clients, il faut écouter votre corps. Vous pouvez être certain que l'intelligence collective est très ardue. Voilà. Alors, fonctionner au FI, c'est le contraire du coaching. C'est opposé à l'analogie du coaching. L'idée, c'est de déresponsabiliser le client. Euh, alors oui, je ne travaille pas au FI avec le coaching, en effet. C'est plutôt vraiment en intervention directe avec des effets qu'on peut vraiment mesurer. C'est-à-dire quel est le problème du client, quel est l'état désiré qu'il veut, comment est-ce qu'on mesure l'état désiré. Ça fait partie, tous les pénalistes connaissent ce travail, hein, le PC Varem si vous voulez. Et on peut travailler des mesures extrêmement précises. Et si on voit cela, bien, on peut mesurer alors les effets positifs de ça. Si le client veut ça, c'est qu'il va gagner de l'argent avec. C'est sûr. Sinon, il ne le ferait pas. Donc, le tout est de dire, ben voilà, sur ce qui va être gagné, quelle est la manne que moi je vais recevoir. Et ça ne doit pas être un fee en pourcentage, parce que c'est en effet dangereux, mais plutôt dire, ben voilà, si j'ai ça, ben moi, ça me fait me retrouver un peu plus de marge, et donc je donne autant. Voilà, ça peut marcher. Donc ça, c'était pour la manière d'intervenir. Après, qu'est-ce qu'il y a à faire alors avec les entreprises? Ben, je pense que ce qui va être intéressant, ça va être justement d'essayer de mettre en avant, et ça a été dit par plusieurs personnes en même temps, ici dans le chat, ça va être d'aider les personnes à se reconnecter. Euh, euh, ah oui, merci. J'entends Julie qui dit donner un exemple du point de vue du salarié et du manager d'équipe. Tout à fait. C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'exemples par rapport aux consultants extérieurs, mais c'est également faisable de l'intérieur, je vous le dis tout de suite. Ça fait partie des possibilités en tant qu'RH ou en tant que directeur ou en tant même directeur de pas toute la boîte, mais d'une partie de la boîte. Comment faire bouger les lignes. Je vais y revenir dans un instant, je termine juste ce que je disais. Donc on va essayer de recréer des liens, de faire recréer des liens. Et donc, je vais switcher justement, je vais parler des managers. Les managers aujourd'hui, il me semble important qu'ils se reconnectent à des personnes qui travaillent pour elles, de se reconnecter à elles, de vraiment prendre du temps à leur demander, à voir ce qu'elles ont vécu. Pour ceux qui connaissent la PNL, à se mettre en deuxième position, en position 2, avec eux et vraiment leur montrer, vraiment se rendre compte du vécu, de leur vécu. Et de faire ça avec chacun en individuel. Et ensuite, après avoir fait ça, c'est de commencer à faire parler les gens ensemble et les faire partager leurs notions. Et puis après, leur dire, mais comment est-ce que vous avez envie de revenir? Quels sont vos enjeux? Quelles sont vos craintes? Qu'est-ce que vous avez envie de... qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous fait peur? Etc. Et de faire parler les gens en collectif. On a suffisamment de capacité aujourd'hui de conférences à distance ou de réunions comme Zoom, par exemple. Il y a moyen de créer des connexions extrêmement fortes, des connexions collectives extrêmement fortes avec des outils comme Zoom, parce que énormément de choses passent par la voix et par le visage, et même par la respiration, etc. Donc il y a une série de choses que vous passez de manière inconsciente à travers même une image et un son. Et donc, alors j'aime bien l'intervention de Sylvie, attention au climat de confiance. Oui, parce qu'on rentre dans le privé, non. Parce que en fait, l'idée de partager, c'est plutôt de partager les attitudes par rapport au travail.
Si la personne n'a pas envie de partager le fait qu'elle a perdu un proche, et c'est tout à fait son droit, et il n'est pas question de ça ici, elle peut dire bah, j'ai vécu des grandes difficultés pendant le confinement et je reviens avec une énergie très basse. Et donc, voilà, et je suis content d'entendre que les managers ont déjà fait ça pendant le confinement parce que c'est en effet très important. Donc, la première étape, c'est de reconnecter les gens ensemble et de faire en sorte que, quelque part, ils reprennent en main l'animation du collectif. C'est-à-dire que l'intelligence collective, ce n'est pas le rôle du chef d'équipe, du directeur, du manager. L'intelligence collective, elle doit être prise en charge par les personnes sur le terrain, par l'équipe, comment dire, par l'organisation dans son ensemble. S'il y a des personnes qui sont comment dire, qui pensent que c'est le boss qui doit tout faire, ben, ça restera une intelligence collective limitée et ça ne devient pas une générative. Donc, pour moi, quand je parle de partager des choses au niveau du vécu, je parle de choses strictement professionnelles, mais vis-à-vis du professionnel, vous pouvez avoir une série d'affects. Vous pouvez avoir une série d'appréhensions, vous pouvez avoir des questionnements qui vous habitent et qui font que ben, vous n'êtes pas à 100% dans ce que vous faites aujourd'hui. Et ça devrait être partagé. Ce n'est pas que ça peut, c'est que ça devrait être partagé. Parce que c'est là, que vous vouliez ou non, la personne qui a des doutes par rapport à ce qu'elle fait dans son travail, ben ça se sent. Et elle amène ça dans le collectif. Et donc, elle implique ça dans l'égrégore. Et donc les RH, ce sont aussi des personnes très importantes aujourd'hui parce qu'elles sont là justement pour veiller à ce que les personnes se sentent bien, parce que les personnes, bon, ce n'est pas leur seul rôle, il y a toute une série, ils ont toutes des obligations administratives, légales, juridiques, etc., et organisationnelles, et en même temps, ce sont des personnes clés pour pouvoir développer l'intelligence collective. Moi, j'aime beaucoup parler avec les RH parce que, franchement, je pense que pour moi, en tant que consultant, c'est toujours une porte ouverte ou une ouverture de choses. Et j'aime bien ce que Gaël dit en disant que c'est des petits pas qu'on doit faire. C'est en effet la révolution, je n'y crois pas. L'évolution, j'y crois très fort. Je pense que la révolution peut être violente et peut laisser beaucoup de victimes, tandis qu'une évolution est beaucoup plus saine et permet de faire ce qu'on appelle en systémie des changements de niveau 2 et pas des changements de niveau 1. Ceux qui veulent approfondir le sujet, ils peuvent revoir le replay de la conférence de Olivier et Claude. Et donc, le travail de reconnexion, ce sont des petites choses quotidiennes qui permettent de recréer petit à petit une couche de confiance, une couche de partage, une couche d'authenticité. Alors, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas eu le temps de lire. Attendez. Oui, la vision du leader, merci Martial. La vision du leader est aussi importante. C'est que si le leader repense à une nouvelle vision, ou aider un leader, un dirigeant à repenser sa vision, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a des visions qui sont peut-être aujourd'hui plus tout à fait à l'ordre du jour ou sont trop loin de la réalité quotidienne des gens. Donc peut-être redéfinir la vision ou redéfinir une vision d'entreprise est peut-être intéressant. Les risques psychosociaux risquent en effet d'augmenter, oui. On risque d'avoir plus d'arrêt maladie, plus d'absentéisme, plus de violence au travail, etc., etc. Oui, les risques psychosociaux sont vraiment liés à la sanité des relations humaines. Et plus on est en stress, moins on est sain dans nos relations, puisqu'on est beaucoup plus violent, agressif vis-à-vis des autres, que ce soit en se taisant ou en disant les choses. Je veux dire, on peut être tout aussi agressif dans la relation, en ne disant rien et en se bloquant et en se fermant et en retenant des choses pour soi. C'est violent pour les autres parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose et ils ne savent pas quoi. Oui, j'aime beaucoup l'idée de Cindy de proposer aux équipes d'exprimer leur vision et d'exprimer leurs ressentis et leurs doutes, etc. Je pense qu'en étant authentique, des chefs d'équipe ou des dirigeants vont amener les gens à se responsabiliser, à prendre les choses en charge.
Si vous êtes fort et vous êtes en charge, hein, les gens ont tendance à être éduqués de manière militaire, même à l'école, même à l'université et dans le travail jusque maintenant. On a appris aux gens à être dépendants du patron. Je regrette infiniment, on a induit ça dans l'environnement. Aujourd'hui, alors ça c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est que pendant ce confinement, on a créé un autre conditionnement. Alors, c'est des confinements divers, mais on a créé un environnement constant, répétitif, et qui a duré. Et ça, ce sont les conditions pour le conditionnement animal. Donc, notre cerveau, il s'est conditionné à quelque chose. Et aujourd'hui, ce conditionnement, eh bien, il va jouer un rôle important dans la reprise du travail. Et donc, c'est important de pouvoir dire, en tant que manager, en tant que responsable, en tant que chef de projet, etc., de dire, je ne sais pas comment on va arriver à faire les choses. Je n'y arriverai pas tout seul. Je ne peux pas le faire si vous n'êtes pas là avec moi. Je pense que ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut être très, très fort pour les gens d'entendre ça, si ce n'est pas habituel. Je veux dire, si les gens sont déjà habitués à ce que le patron soit authentique et ouvert et partage ses espoirs comme ses doutes, bon, voilà, ça ne changera pas. Mais mon hypothèse, c'est que ces équipes-là seront plus résilientes que d'autres parce que justement, il y a ce niveau d'authenticité. Le niveau d'authenticité veut dire niveau de confiance élevé, ça veut dire résilience collective élevée et donc intelligence collective élevée. Oui, j'aime beaucoup authenticité, c'est aussi faire simple et parler simple. Voilà, donc voilà, vous avez, je pense que j'ai plein d'idées évidemment sur ce qui est possible de faire, hein. Je veux dire en termes de moi par exemple dans les idées que j'ai brainstormées pour préparer cette conférence, c'est de dire tiens ben, par exemple on pourrait créer des collectifs, des groupes de co-développement avec des chefs d'équipe, des patrons, des directeurs, pour les faire réfléchir justement aux aspects et aux différentes expériences ou avec des RH, ou avec différents publics qui se trouvent confrontés à cette situation-là. Je pense que les groupes d'intelligence collective comme les masterminds et les co-développements seront très, très utiles aujourd'hui. Euh, mais faire de la régulation d'équipe, dans certains cas, ça peut être très intéressant de travailler avec des équipes en continu. Euh, donc, ça peut être extrêmement positif si vous arrivez à démontrer la plus-value aujourd'hui ou que les personnes responsables sont tellement en souffrance et en difficulté qu'elles sont prêtes à tout enfin à tout, j'exagère, mais elles sont vraiment prêtes à mettre de l'énergie pour que ça se passe bien et donc vous investissez en vous, en vos services. Voilà, donc euh, la difficulté, ça, c'est une des choses qui est possible aussi, hein, c'est d'accompagner des équipes. Qu'est-ce que j'avais encore noté parce que, évidemment, j'improvise pas mal de choses que je dis. Euh, oui, développer, j'ai déjà dit. Développer la sociocratie, en profiter pour repenser les manières de travailler ensemble. Euh, ah oui, oui, ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi que j'avais noté. C'est entre vous, créer des collectifs, c'est ce que je fais partie d'un petit collectif de consultants qui se posent des questions existentielles par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Entre vous, vous pouvez faire de l'intelligence collective pour retrouver des choses voilà, que dans ma tête seule, je ne pourrais pas trouver et que vous, ensemble, vous allez pouvoir trouver. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Les idées que j'avais envie d'avancer. Et en gros, en termes de conclusion, c'est finalement renforcer l'humain et le relationnel dans l'entreprise, ramener, comme vous l'avez dit, du bonheur, alors j'aime pas trop l'utilisation, mais en tout cas une qualité de vie au travail, une authenticité, comment dire, voire même une camaraderie, en tout cas une sorte de fraternité au boulot, de sororité au boulot. Euh, il y a le Cho qui revient. Ah, c'est ça. Je ne voyais pas ce que c'était le Cho, mais c'est parce qu'en japonais, ça veut dire quelque chose. Mais en fait, c'est le Chief Happiness Officer. D'accord. Oui, Chief Happiness Officer, c'est une fonction qui existe de plus en plus, qui remplace une partie de la fonction RH. Ah non, qui est intégrée dans une partie de la fonction RH et qui a pour but de développer des indicateurs de satisfaction et de la qualité de vie au travail.
je pense que si c'est une démarche réelle de l'entreprise et du collectif, c'est vraiment très utile. J'ai peur que parfois ce soit juste un petit peu une manière de. Mais voilà, ça c'est mon expérience qui me fait dire ça. Voilà. Euh, donc ça peut être, ça dépend un petit peu de la faculté de ce CHO, de ce Chief Happiness Officer, de faire des choses vraies et authentiques. Bien. Alors, ben, j'ai envie de terminer cet exposé en lisant peut-être quelques retours, quelques questions qui restent prégnantes chez vous. Est-ce qu'il y a des questions avec lesquelles vous êtes venus et qui n'ont pas trouvé, alors pas de réponse, mais de réflexion? Parce que je ne prétends pas vous avoir donné des réponses, mais simplement avoir orienté votre réflexion dans certaines directions, vu que je les ai menées aussi et je les ai partagées avec vous. Donc, j'ai partagé avec vous une partie de ma réalité. Et voilà, j'espère que ça vous a vraiment touché au bon endroit, que ça vous a renforcé dans ce qu'il y avait à renforcer, que ça vous a soutenu dans votre démarche à vous. Donc, récapituler les étapes incontournables pour redémarrer ensemble. Comme je vous l'ai dit, c'est de recréer du lien. Si vous êtes responsable d'équipe ou d'organisation, c'est recréer du lien, vous, individuellement, avec tout le monde, parce que vous êtes, en tant que chef d'équipe, vous êtes quand même un rassembleur. De recréer du lien entre les personnes pour que chacun connaisse les réalités de chacun et qu'il y ait une forme de partage et d'authenticité qui se mette en place. Et ça peut prendre un certain temps avant que ça soit mis en place. Et bon, après, il y a des manières de faire, mais je n'ai pas voulu rentrer dans les détails aujourd'hui. Ceux que ça intéresse, il y a des formations que je donne à l'Institut Repère. Voilà, évidemment, ça existe, hein, pour aller plus dans les détails. Et trois, c'est d'augmenter le niveau de générativité, donc de co-création dans les équipes, d'aider chaque équipe à se réinventer, non pas seulement au niveau du relationnel, mais alors après, une fois que le relationnel est installé, c'est de repenser aussi le service au client, la manière de travailler ensemble, la manière de gagner, etc. C'est ce que j'appelle aussi lignifier l'organisation, hein. Donc, on parlait de process, etc. Dans un premier temps, ce n'est pas nécessaire. Dans un deuxième temps, travailler sur les processus de travail et les créer les plus agiles possibles et les plus lignes possibles, c'est évidemment une plus-value. Il y a un travail à faire sur l'effet de motivation collective, et puis il y a un gros travail à faire sur se réinventer, hein. Alors, le stress dans tout ça, puisque l'intelligence collective n'est pas possible quand on est en stress et que c'est notre réalité actuelle, eh bien, c'est pour ça que je vous invite à suivre les autres conférences de l'Institut Repère sur construire sa résilience et aider les autres à la construire. Avec France jeudi pour les outils de la PNL, avec, comment dire, la semaine prochaine, de mémoire mercredi, avec Armel pour l'utilisation de ceux qui connaissent le modèle PCM, avec le mercredi suivant avec Franck Julien pour la partie comme Colors. Voilà, il y a encore d'autres propositions. Je ne vais pas répondre à tout. Je ne suis pas omniscient. Donc, je vous invite évidemment à continuer à vous intéresser au sujet qui est très important. Euh, Alors, les questions types pour ça, c'est voilà, un petit. Quelles sont les questions types à poser aux équipes pour qu'elles puissent s'exprimer ensemble? Alors, ma pratique, euh, je ne vais pas la détailler ici parce que ça prendra un certain temps, mais en gros, ça revient à quoi? C'est à partager, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment est-ce que je me situe moi par rapport à moi, comment est-ce que je me situe moi par rapport à l'équipe. Pour ceux qui connaissent la systémique, ça permet de déterminer les boucles individuelles. Vous voyez, il y a l'interaction entre les personnes et puis il y a la boucle individuelle, la boucle de décodage. Eh bien, voilà, ça revient à faire émerger, pour ceux qui connaissent la systémie, enfin l'approche de Palo Alto, de trouver les boucles de décodage dans cette situation-là. Après, moi, par rapport aux autres et à l'équipe, comment est-ce que je me situe moi? Euh, mais aussi quel est mon niveau d'engagement par rapport à l'équipe, quel est mon niveau comment dire, d'engagement par rapport aux clients et à la mission de l'entreprise. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Ce sont des questions d'abord pour se situer. Et après, quand on a bien situé, qu'on a créé une sorte de champ collectif, donc
que moi j'appelle égrégore. Ma société en Belgique s'appelle Egregoria. Donc je travaille justement sur ces atmosphères-là, sur ces égrégores. Quand on a créé une atmosphère constructive, parce que tout le monde, automatiquement, les êtres humains, quand ils se calment et quand ils se posent ensemble, il se passe quelque chose. Ça, c'est automatique. Ça fait partie de notre nature humaine. Et puis après, à ce moment-là, on peut poser des questions qui est comment faire pour, qui sont les questions de créativité collective. Voilà, ça c'était pour répondre à Marie. Alors, voilà, ben, je vais m'arrêter ici. Je vous laisse reprendre vos vies avec, j'espère, voilà, des questions supplémentaires à vous poser et une approche qui peut peut-être être intéressante pour vous dans vos métiers, dans vos réalités quotidiennes. Bonne continuation à tous et peut-être au plaisir de se revoir dans d'autres horizons, dans la salle qui est derrière moi. Et merci pour tous vos remerciements. Ça fait très plaisir.